本当に俺強くなれるんだ。 Oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous profitez des beaux jours qui commencent à arriver. De mon côté, très content de vous accueillir ici. Nous allons donc parler de Japanimation en ce jour, sachant que cette émission sera teintée d'une petite pincée de nostalgie, puisque nous allons évoquer le cas de Solo Leveling. Nous avions déjà parlé de cette œuvre il y a quelques temps de cela, mais dans sa version webtoon. Aujourd'hui, on va s'attaquer à son adaptation animée, et je dois vous avouer qu'après God of High School, j'étais quelque peu déçu de la Japanimation version coréenne. Voyons donc si Solo Leveling a su me réconcilier avec le genre. C'est tout ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Je vous invite donc à me suivre dans cette nouvelle aventure. 強くなれるんだ。 Alors, pour cette aventure, nous allons donc laisser le contexte nous servir de guide et celui-ci va nous conduire dans un monde contemporain dans lequel nous allons avoir des portails qui apparaissent aux quatre coins de celui-ci et dans ces 10 portails, nous allons retrouver des monstres qui menacent à tout moment l'existence de l'humanité. Et afin d'enrayer le problème, un nouveau métier va voir le jour, à savoir celui de chasseur. Ce sont donc des combattants qui sont en mesure de pénétrer dans ces donjons, de les nettoyer en exécutant les boss afin de refermer le portail pour que ce ne soit plus du tout une menace. Et ce métier va devenir tellement indispensable à la société que celui-ci va rétablir un système qui fonctionne de la manière suivante. Nous avons donc le rang S qui correspond aux portails les plus dangereux, mais aussi aux chasseurs les plus puissants qui peuvent y pénétrer et donc avoir un très haut taux de réussite quant à sa fermeture. Et tout cela va digresser jusqu'au rang E. Et c'est donc parmi ce rang le plus faible que nous allons retrouver notre protagoniste principal, j'ai nommé Jingwoo, qui est considéré comme étant le chasseur le plus faible que le monde n'ait jamais connu. Et donc, nous allons le découvrir à un moment donné où il s'apprête à faire une quête de rang D et ça va pas du tout se passer comme prévu. Le dernier va perdre la vie durant cette quête et être laissé pour mort par ses compagnons. Mais heureusement pour nous et pour le scénario, il va pouvoir revenir à la vie et il va constater qu'il a une interface avec lui qui va lui permettre de devenir beaucoup plus puissant qu'il n'était auparavant en accomplissant notamment des quêtes quotidiennes et des quêtes secrètes. Et ce n'est pas sans nous faire penser aux RPG auxquels nous avons l'habitude de jouer. Et à partir de cet instant, nous allons tout simplement suivre notre protagoniste dans son épopée qui va le conduire à gagner de plus en plus en puissance. Maintenant, les questions qu'on va se poser, en quoi cette quête vers la puissance va être intéressante pour nous à suivre? Et indépendamment de cette quête, est-ce que cet anime a quelque chose à nous proposer dans le fond? 強くなれるんだ。 Alors, afin de répondre aux questions qu'on s'est posées précédemment, on va commencer par se concentrer sur les premiers épisodes. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, j'ose le dire ici, les premiers épisodes de Solo Leveling font clairement partie du meilleur segment de la série. Pourquoi je vous dis cela? Lorsqu'on va suivre Jinwoo et son équipe dans le double donjon, lorsque ces derniers vont rester enfermés dans celui-ci, parmi tous ceux qui se prétendent bien meilleurs que lui, que ce soit à travers leur rang ou leur expérience, aucun d'entre eux ne va trouver de solution évidente pour échapper à ce donjon. Pour autant, Jinwoo, avec son statut du plus faible, a dû développer une forte compétence d'observation pour limiter au maximum ses blessures et c'est bel et bien cette expertise qui vont être utiles au groupe pour que tout le monde puisse survivre. Et avec ça, il va pouvoir résoudre une à une les énigmes qui ont été posées lors de ce double donjon, sachant que pour toute énigme dont la réponse n'a pas été trouvée dans un temps imparti, il y a des morts. Et ça, franchement, j'ai trouvé cette mise en tension, cette capacité à utiliser un point faible qui devient tout à coup un point fort. Non, vraiment, j'étais dans le truc et je me suis dit, ok, si la série est comme ça tout le long, mais comment je vais kiffer? 強くなれるんだ。 Malheureusement, cette manière d'aborder les donjons va tout simplement disparaître avec les épisodes introductifs pour laisser place à quelque chose d'un peu plus direct et d'un peu plus bourrin. Mais en ce qui concerne ce changement, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Pour l'instant, nous allons simplement nous contenter de suivre l'anime dans la nouvelle direction dans laquelle il souhaite nous emmener pour y découvrir un Jinwoo peu de temps après sa résurrection avec la fameuse interface dont nous avons parlé un petit peu plus tôt. Et cette dernière nous est pas totalement inconnue, particulièrement si on a l'habitude des jeux vidéo,
puisque en effet, cette dernière va proposer à notre protagoniste un ensemble de quêtes journalières qui vont se présenter sous la forme de renforcement musculaire. Et pour peu que Jinwoo décide de ne pas les faire, il va subir les foudres de ce système qui sont bien plus terribles que simplement faire une série de pompes ou série d'abdos pour l'instant. Et en faisant ces quêtes petit à petit et quotidiennement, va s'opérer chez lui un certain nombre de changements, augmentant sa shape athlétique, mais chacun de ces changements sera tracé dans l'interface et lui seront notifiés de la manière suivante. Pour chaque quête qu'il aura accomplie, il va engranger de l'expérience et quand il en aura suffisamment, il va changer de niveau, ce qui lui permettra d'obtenir des points de compétence qu'il pourra redistribuer dans des attributs bien spécifiques tels que la force, l'agilité, la vitesse ou l'intelligence. Et au bout d'un moment, l'interface va lui dire « Ok, je pense que la phase de tutoriel est terminée. Il va falloir que tu te lances dans un certain nombre de donjons pour tester tes nouvelles compétences. » Il va donc commencer avec du menu frottant jusqu'à affronter des boss, des mini-boss de plus en plus puissants. Et ce sont bel et bien ces affrontements qui vont cristalliser le fameux changement dans la manière dont Jinwoo va aborder les quêtes. Il ne sera plus question de subtilité ou d'énigme, il sera juste question de brutalité, puisque en effet, plus question pour lui de rester passif en attendant de trouver la solution lui permettant d'en ressortir le moins blessé possible. À partir de maintenant, et surtout quand il va faire face à un mini-boss ou un boss, il va être question d'analyse pour trouver quels sont les points forts et les points faibles, quels sont les patterns, quel est le meilleur timing pour attaquer ou se défendre. Parfois, tout cela ne va pas suffire. Il va falloir vraiment profiter d'un instant T qui nous est avantageux pour obtenir le maximum de chances de victoire possible. Et tous ces aspects-là vont nous donner accès à une nouvelle dynamique de mise en scène, particulièrement pour l'action, qui sera ultra dynamique, ultra jolie et détaillée. Franchement, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Il y a juste un petit truc qui clairement m'a un petit peu embêté, c'est l'omniprésence de l'interface lors de ces combats. J'ai bien conscience que cette dernière est le nerf de la guerre et est au centre de la narration de notre protagoniste. Cependant, je trouve qu'elle a un petit peu baissé la mise en danger de notre protagoniste et la manière dont ça nous est montré. Je m'explique. Dans la première partie avec le double donjon, lorsque Jinwoo était en difficulté, ça se traduisait par des blessures qui nous étaient montrées de manière explicite ou implicite et il y avait vraiment un petit effort de mise en scène. À partir du moment où cette interface est apparue dans l'animé, dès que notre ami reçoit une blessure ou un coup, tout se traduit avec une barre de vie descendante. Je me suis dit bon, c'est cool, mais j'aurais aimé en fait une véritable cohabitation entre les mises en scène concernant les difficultés de Jinwoo et l'apparition de cette interface. Mais à côté de cela, nous avons eu deux gros points positifs que je trouve particulièrement intéressants. Le premier étant la capacité de l'anime à s'approprier les codes du jeu vidéo pour en faire sien et nous permettre de les vivre de manière différente et en étant passif, puisque généralement, lorsqu'on fait face à ce genre d'informations ou ce genre de manière de faire, nous sommes acteurs avec notre manette et pour autant, je ne me suis pas senti lésé en voyant ces codes réappropriés. De l'autre côté, ce que j'ai aimé aussi, c'est que souvent, lorsqu'on va découvrir un personnage de l'Akabi de Jinwoo, c'est souvent à son apogée. Il n'y a pas de moment où on entend parler de son passé où c'est très rarement évoqué. Je pense notamment à One Punch Man, à Saitama. Là, on parle vraiment de la genèse du personnage et tout comme lui, on parle du niveau 1 jusqu'au jour peut-être où il atteindra le niveau 100 et j'avoue que c'est beaucoup plus intéressant et surtout ça rend le personnage beaucoup plus accessible et attachant. 強くなれるんだ。 Alors, dans cette dernière partie, nous allons parler du fond de Solo Leveling et force est de constater que cette partie sera de courte durée, tout simplement parce que nous avons pas mal de questions qui ont été posées durant cette première saison pour lesquelles nous n'avons ni réponse ni début d'indice, ce qui nous permettrait d'avoir quelque chose à nous mettre sous la dent en attendant l'arrivée de la saison 2. Je pense notamment à la question suivante. Quelle est cette fameuse île qui a traumatisé tous les chasseurs de rang S? Je pense aussi à quels sont ces endroits auxquels Jinwoo se rend pour s'entraîner. J'avoue avoir ma petite théorie en me disant que ces lieux sont connectés à cette fameuse île dont on entend parler depuis le début. Aussi, une autre question qui me traverse l'esprit là comme ça, qu'en est-il de ce fameux frère qui veut se venger de Jinwoo, dont on a parlé un petit peu au début, qui a été un petit peu évoqué au milieu et qui a totalement disparu. Alors cela s'explique par son emploi du temps, mais j'avoue que j'aurais apprécié le revoir en fin de saison pour relancer un petit peu l'intérêt et l'intrigue. Là, j'avoue que cette fin de saison, elle était un petit peu
molle, elle m'a un petit peu laissé sur ma faim, sans compter qu'il y a d'autres sous-sujets qui ont été abordés qui je trouve pas mal intéressants, à savoir l'aspect business autour des chasseurs, comment les entreprises visualisent leur futur et comment peuvent-ils monter des OPA hostiles ou non. Autant de sujets intéressants qui ont été vaguement évoqués, mais je pense qu'on aurait pu caler à quelques moments au moins des indices pour qu'on reste un petit peu accroché au tout. Alors que là, on navigue totalement à l'aveugle en espérant juste que la saison 2 répondra à toutes ces questions. 強くなれるんだ。 Chers amis de Konoha, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion? Solo Leveling aura été une série que j'ai apprécié regarder. Il y a 2-3 choses qui m'ont un petit peu chagriné, mais rien de bien méchant et rien qui m'aura empêché de prendre du plaisir à regarder cette série. Maintenant, j'attends la saison 2 en me disant, j'espère qu'il y aura vraiment un équilibre entre action et narration afin de véritablement combler les manques que j'ai ressentis durant cette saison 1. Donc globalement, vous connaissez mon avis, j'espère que vous allez me donner le vôtre en commentaire et d'ici à ce que cela se passe, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.